Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Le Maroc et l'Italie signent à Rabat une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel. Le texte rappelle notamment le rôle important que jouent le Maroc et l'Italie pour la paix et la stabilité en Méditerranée. En Algérie, le mouvement de contestation se poursuit. Une manifestation massive a réuni les protestataires dans les rues d'Alger. Cette mobilisation coïncide avec le 65e anniversaire du 1er novembre 1954, qui marque le début du soulèvement algérien pour l'indépendance. De nouvelles précisions sur le démantèlement vendredi dernier d'une cellule terroriste à Tamaris, Ouazzane et Chefchaouen. L'expertise scientifique menée sur les substances suspectes saisies lors du démantèlement révèle qu'il s'agit de produits chimiques entrant dans la fabrication d'explosifs et de poisons mortels. C'est un rendez-vous culturel incontournable dans la ville d'Essaouira. Le festival des Andalousies Atlantiques s'est ouvert hier soir. Le patrimoine musical judéo-marocain est à l'honneur de cet événement qui en est à sa 16e édition. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une nouvelle étape qui commence dans les relations entre le Maroc et l'Italie. Les deux pays ont signé aujourd'hui à Rabat une déclaration de partenariat stratégique. Le texte englobe tous les aspects de la coopération, du politique à l'économique, et rappelle le rôle important que jouent le Maroc et l'Italie pour la paix et la stabilité en Méditerranée. Reportage Abdelhamid El-Mourabit et Youssef Lotfi. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. Cette rencontre vient marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Rabat et Rome. Une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel a été signée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourreta et le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Luigi Di Maio. Un texte qui rappelle que les deux parties constituent des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux. L'Italia guarda al Marocco come un paese strategico per poter definire. L'Italie considère le Maroc comme un pays stratégique dans le maintien de la sécurité. Dans le pourtour méditerranéen, nous sommes très heureux du partenariat stratégique conclu aujourd'hui. Il ne se limite pas seulement à l'Italie et au Maroc, mais peut également être élargi à un certain nombre de pays en Europe et en Afrique du Nord. Se vorremmo, tanti paesi dell'Europa e tanti paesi ove possibile del Nord Africa. La signature aujourd'hui de ce partenariat est également une confirmation de cette crédibilité du Maroc sur la scène régionale et internationale. Grâce à sa stabilité, grâce à la vision royale et les réformes engagées au cours des 2 dernières décennies, le Royaume aujourd'hui se place en partenaire recherché par plusieurs pays de la Méditerranée et ailleurs. Le partenariat stratégique vise à renforcer le dialogue politique et le processus d'intégration avec l'Union européenne, mais également à consolider les relations économiques, commerciales et financières entre le Maroc et l'Italie, notamment à travers la participation des opérateurs économiques et la création de nouvelles opportunités de croissance. Nous avons donc décidé de renforcer notre dialogue politique, de le rendre plus régulier, plus stratégique et plus décentralisé. Nous avons décidé de mettre en place les mécanismes pour renforcer notre coopération économique. Déjà, l'Italie aujourd'hui est parmi les premiers partenaires commerciaux du Maroc. Ce partenariat pourra permettre de compenser une partie des problèmes posés par la crise économique à travers la création de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux. Je tiens ainsi à saluer à cette occasion l'action du Maroc en matière de politique énergétique. Dans cette déclaration de partenariat stratégique, l'Italie salue également les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc en vue de la résolution du différend régional sur le Sahara marocain. Rome réaffirme en outre son appui aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le dossier du Sahara était également au cœur des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue de la Grenade. Le gouvernement de cet État des Caraïbes réaffirme la marocanité du Sahara et salue l'engagement du Royaume dans le cadre du processus politique des Nations Unies, ainsi que l'initiative d'autonomie crédible, sérieuse et réaliste en tant que seule solution à ce conflit dans le cadre de la souveraineté du Royaume et du respect de son intégrité territoriale et nationale. Toujours à Rabat, le chef du gouvernement a eu des entretiens avec le président des parlements d'Amérique latine et des Caraïbes, Georges Pizarro Esteban. Saad El Othmani a exprimé la détermination du Royaume à développer ses relations avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Ces entretiens ont également permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun. Direction l'Algérie, où le mouvement de contestation se poursuit. Pour le 37e vendredi consécutif, une manifestation massive a réuni les protestataires dans les rues d'Alger. Cette mobilisation coïncide avec le 65e anniversaire du 1er novembre 1954, une date qui marque le début du soulèvement algérien pour l'indépendance. Plus de développement avec Mamadou Diaye. C'est une mobilisation pour le moins spectaculaire. Cette 37e semaine de manifestation se veut symbolique. Elle correspond au 65e anniversaire de la révolution contre l'emprise coloniale française. Cette fois-ci, la rue entend saisir l'occasion pour accentuer la pression afin d'obtenir l'annulation de l'élection présidentielle. Nos demandes sont très simples. Elles sont contre ce gouvernement que nous continuons de refuser, contre le président par intérim et le Premier ministre et toutes les personnes en qui nous n'avons pas confiance. Et ils doivent aussi libérer ceux qui ont été détenus pour avoir exprimé leur opinion. On veut des gens nouveaux. Les manifestants craignent une élection inéquitable. De son côté, le pouvoir en place reste ferme sur ses positions face à ces vagues de contestation au fil des semaines. Entre deux forces déterminées, l'un des enjeux demeure le niveau de participation à l'échéance électorale. Une faible participation prédite par les observateurs et qui pourrait remettre en cause la légitimité du vainqueur à l'issue du scrutin. La contestation se poursuit également en Irak. Malgré l'annonce faite par le président irakien Barham Saleh d'organiser des élections anticipées, des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté aujourd'hui sur la place Tahrir dans la capitale Bagdad. Les protestataires réclament le départ de la classe politique. Depuis le début du mouvement, il y a un mois, plus de 250 personnes ont été tuées au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et au Liban, le président Michel Aoun cherche également une sortie de crise après 2 semaines de manifestations visant la classe politique. Il propose la mise en place d'un gouvernement de technocrates 3 jours après la démission du Premier ministre Saad El-Hariri. Quant aux banques, elles ont ouvert leurs portes ce matin après 15 jours de fermeture. Mamadou Diaye. Un gouvernement de technocrates, c'est la promesse du président libanais Michel Aoun. Il tente ainsi de calmer les protestataires et prône un discours aux allures de compromis pour un nouveau mode de gouvernance. Le passage du système sectaire dominant à l'état civil, l'état des citoyens et de la citoyenneté, est l'étape du salut pour le Liban, de l'héritage du sectarisme et de ses problèmes. Un discours suivi avec beaucoup d'intérêt mais qui ne semble pas convaincre la rue libanaise. Malgré un calme précaire depuis mardi, certains entendent maintenir la pression. Nous, dans la rue, nous espérions qu'il démissionnerait. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas où nous allons. Quelles sont les prochaines étapes que nous allons franchir? Mais ce qui est sûr, c'est que nous resterons dans la rue jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites dans ce pays. C'est un discours triste, comme si nous étions au début du mandat présidentiel. Nous sommes maintenant à mi-parcours. Toutes ces promesses auraient pu être tenues dès la première année. Un vent d'apaisement semble souffler dans les rues de Beyrouth ce vendredi matin. Les routes ont été rouvertes par la police anti-émeute. Certains établissements bancaires ont même repris leurs activités ce vendredi, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Aux États-Unis, la Chambre des représentants approuve l'enquête menée pour la destitution du président américain. Donald Trump a immédiatement réagi en dénonçant une chasse aux sorcières. Le président des États-Unis est sous le coup d'une procédure de destitution. Il est accusé d'avoir utilisé son pouvoir à des fins personnelles suite à des échanges avec les autorités ukrainiennes. Il aurait demandé à Kiev de mener une enquête sur son rival démocrate Joe Biden. Les États-Unis, préoccupés également par les incendies en Californie, des milliers de pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Au total, une douzaine de feux sont actifs dans la région. 2000 hectares ont été ravagés et plus de 7000 personnes ont dû être évacuées.
Sachez également qu'en raison d'un mouvement de contestation sociale, le Chili n'accueillera pas la conférence internationale sur les changements climatiques. C'est ce qu'annonce l'Organisation des Nations Unies. La COP25 sera organisée en Espagne en décembre prochain. Retour au Maroc avec ces nouvelles précisions sur le démantèlement, vendredi dernier, d'une cellule terroriste à Tamaris, Ouazzane et Chefchaouen. Le ministère de l'Intérieur annonce que l'expertise scientifique menée sur les substances suspectes saisies lors du démantèlement révèle qu'il s'agit de produits chimiques entrant dans la fabrication d'explosifs et de poisons mortels. Plus de développement avec Hind Bnabnbi. Le 25 octobre dernier, le BCIJ démantelait à Darbouazza, Tamaris, Ouazzane et Chefchaouen une cellule terroriste qui projetait de mener une série d'opérations imminentes contre des infrastructures sensibles et des sites stratégiques du royaume. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, l'expertise scientifique menée par les services compétents sur les substances suspectes saisies a révélé qu'il s'agissait de produits chimiques entrant dans la fabrication d'explosifs et de poisons mortels ayant des effets dangereux sur l'être humain et l'environnement. La même expertise a dévoilé que les armes à feu saisies chez les membres de cette cellule étaient en bon état et prêtes à l'usage et que le reste des produits électroniques saisis sont des composantes utilisées pour produire de l'énergie et augmenter la puissance de l'explosion. Le démantèlement de cette cellule terroriste a permis jusqu'à présent l'arrestation de 7 individus qui projetaient de proclamer une wilaya affiliée à l'organisation terroriste de l'État islamique sous l'appellation la wilaya de Daesh dans le Maghreb islamique. Les investigations sont toujours en cours avec les mises en cause sous la supervision du parquet compétent. Direction à présent la ville de Qalat Srarna où une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Un réseau de trafic de bébés s'activerait dans la région. En réalité, tout est parti d'une affaire d'adoption suite à l'accouchement d'une mère célibataire. Une enquête a permis de déterminer les circonstances exactes de l'affaire et de rassurer la population. Les explications dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. L'histoire commence quand une mère se présente à l'hôpital accompagnée de son enfant malade 7 jours après l'accouchement. Une fois à l'accueil, l'identité communiquée par la génitrice ne correspond pas au nom figurant sur le certificat de naissance. Une querelle débute alors entre elle et la femme qui l'accompagnait et qui prétend elle aussi être la mère du bébé. Trouvant cela suspicieux, le staff de l'hôpital s'est empressé d'aviser la police. Le médecin des urgences a découvert que le nom de la mère sur l'avis de naissance n'était pas semblable à celui sur la carte d'identité nationale présentée. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des suspicions et a contacté la police. Nous avons par la suite découvert que la femme qui accompagnait le bébé était sa vraie mère et qu'elle nous avait donné au début le nom de la mère adoptive. Il n'y a eu ni enlèvement ni vol d'enfants. C'était un accord de principe entre une femme qui a fait 6 fausses couches et une autre personne intermédiaire qui devait convaincre la mère célibataire de lui donner le bébé. Le nouveau-né a été placé dans ce centre en attendant les résultats de l'enquête qui ont rapidement révélé que la mère biologique, mère célibataire, avait promis à l'autre femme de lui remettre le bébé une fois né avant de changer d'avis. L'enfant, objet du conflit, nous a été remis en attendant les résultats de l'enquête. La police judiciaire a effectué en très peu de temps les étapes de la procédure en vigueur. Ce fait divers a rapidement alimenté des rumeurs de trafic de bébés dans la région de Qalat Srarna. Les 2 femmes ont été remises en liberté 24 heures après leur interpellation. L'enfant, quant à lui, est aujourd'hui auprès de sa vraie mère. Ce communiqué à présent de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion qui annonce la suspension de 3 fonctionnaires de la prison locale de Ras El-Ma à Fès et le limogeage du directeur de l'établissement pénitentiaire. Une décision en lien avec la fuite d'un enregistrement audio de l'intérieur de la prison et sa diffusion sur les sites électroniques et les réseaux sociaux. Je vous invite maintenant à découvrir une structure qui accueille des jeunes ayant interrompu leur scolarité. Le centre de la deuxième chance a ouvert ses portes cette année à Guersif. Il permet à 60 jeunes de bénéficier d'une formation pour intégrer ensuite le marché du travail. Ce projet est lancé dans le cadre d'un programme national visant à réintégrer les élèves ayant abandonné les bancs des établissements scolaires. C'est un reportage de Oussama Oufkir et Younes Nasseri. Le récit est de Mehdi Foudi.
C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ces jeunes agressifs. Ils bénéficient désormais d'une seconde chance de scolarisation grâce à l'ouverture du centre Al-Quds pour la deuxième chance de nouvelle génération. Un centre créé pour faire face à la problématique de l'abandon scolaire tout en assurant à ses élèves une insertion dans le système formel, la formation professionnelle ou encore le marché de travail. J'ai appris la nouvelle de l'ouverture de ce centre grâce à mes amis et je n'ai pas hésité à venir m'inscrire. J'espère obtenir un diplôme spécialisé dans la couture pour intégrer le marché de travail. Le centre Al-Quds adapte son programme pédagogique aux besoins socio-économiques de la région de Guersif. Les bénéficiaires de ce projet suivent ainsi une formation regroupant 3 filières. Il s'agit notamment de la couture, la plomberie et la construction électrique. Après avoir abandonné nos écoles, nous avons saisi cette seconde chance pour apprendre et acquérir de nouvelles compétences qui nous serviront certainement dans le milieu professionnel. Ce projet vise à donner une deuxième chance aux jeunes âgés entre 13 et 18 ans ayant interrompu leur scolarité pour leur offrir une meilleure qualification et insertion. Cette initiative rentre dans le cadre du programme de l'éducation non formelle mené par le ministère de tutelle. Il vise la création de 80 centres de la deuxième chance de nouvelle génération à l'horizon 2021. Sport avec le derby casablancais, le Raja et le Wydad s'affrontent demain lors des huitièmes de finale de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes de football. La vente des billets a débuté hier matin, mais de nombreux supporters des deux équipes n'ont pas pu acheter de tickets, devenus très vite introuvables. Ils accusent le marché noir, d'où certains billets sont revendus à des prix exorbitants. Les explications avec Rita Saha. Depuis tôt ce matin, ces supporters rajaouis font le pied de grue devant ces guichets du centre d'entraînement du club casablancais au quartier Oasis. Après avoir patienté plusieurs heures pour obtenir un ticket, bon nombre d'entre eux sont repartis bredouille. Hier, de nombreux supporters sont venus à 6 h du matin. L'ouverture des guichets s'est faite à 8 h. À 9 h 30, il n'y avait déjà plus de billets. Et aujourd'hui, c'était la même chose. Certains sont arrivés à 5 h du matin et n'ont pas obtenu de ticket. Ces gens-là font ce qu'ils veulent. Ils vont revendre les carnets au marché noir. Non loin de là, au stade Pergégo, point de vente officiel des billets réservés aux supporters du WAC. Les acheteurs ont eux aussi exprimé leur colère. Seuls les tickets de deuxième catégorie sont encore disponibles, des places loin d'être à la portée de tous. L'organisation est catastrophique, on ne peut pas se permettre de prendre un billet à 150 dirhams. C'est dans ce quartier du centre-ville que le marché noir bat son plein. Ici, le tarif des places de troisième catégorie a triplé. Malgré les prix qui s'enflamment, les billets s'envolent comme des petits pains. Au niveau des guichets, on nous a dit qu'il n'y avait plus de place. On nous a conseillé de venir ici. Et le prix du billet à 50 dirhams vaut près de 200 dirhams ici. Malgré ces montants nettement supérieurs aux tarifs officiels, les supporters devraient répondre présents en grand nombre demain. Pour la première fois, ce derby casablancais, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Coupe Mohamed VI, se jouera en soirée. Une rencontre qui s'annonce explosive. Football toujours avec une arbitre marocaine désignée pour arbitrer dans un tournoi masculin. Il s'agit de Fatiha Jarmouni. Elle sera arbitre assistante lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans prévue en Égypte à partir du 8 novembre prochain. C'est un rendez-vous culturel incontournable dans la ville d'Essaouira. Le festival des Andalousies Atlantiques s'est ouvert hier soir. Le patrimoine musical judéo-marocain est à l'honneur de ce festival qui en est à sa 16e édition. Salima Benabou. Le moment est symbolique. Tour à tour, en hébreu et en arabe, ils entonnent d'anciens chants. Hier soir, la musique judéo-andalouse a résonné sur la place Minzer, un écho lointain d'une époque où juifs et musulmans partout dans le monde vivaient ensemble, en paix, et chantaient à l'unisson. Nous avons découvert, grâce à ce festival, qu'ici à Essaouira, des groupes composés de juifs et de musulmans interprétaient ce répertoire ensemble. Ce festival contribue à faire revivre cette époque.